Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Tu mourras demain, dit la fillette le millionnaire Harry, mais le lendemain, il suppliait pour sa vie. Dans les cercles d'affaires américains, Jonathan Whittaker était bien plus qu'un entrepreneur, il était une légende vivante. Un enfant de la classe moyenne, élevé par une mère célibataire dans le Missouri, qui avait gravi les échelons à coups de décisions brutales et d'instincts redoutables. Il avait tout sacrifié, amis, famille, valeurs, pour bâtir un empire tentaculaire, Whittaker Holdings, un conglomérat spécialisé dans l'immobilier de luxe, les centres énergétiques privés et les infrastructures technologiques. À 57 ans, il était l'un des hommes les plus riches du pays, avec une fortune personnelle estimée à 3,7 milliards de dollars. Des gratte-ciel à Miami aux stations balnéaires du Colorado, tout portait sa marque. Les magazines d'affaires le qualifiaient de visionnaire, les investisseurs voyaient en lui un phénomène, mais dans les couloirs de ses entreprises, les employés le surnommaient à voix basse le mur, pour sa froideur implacable. Ses concurrents le détestaient, non pas parce qu'il était immoral, mais parce qu'il gagnait toujours. Jonathan, lui, n'éprouvait ni remords ni doute. Il croyait que seuls les forts survivent, que la bonté est un luxe pour les faibles. Il ne priait pas, ne doutait jamais, et surtout, ne croyait en rien d'autre qu'en lui-même. À ses yeux, il était au-dessus des lois, des pauvres, de la morale, et même du destin. C'est dans cet esprit, gonflé d'arrogance et de certitude, qu'il débarqua dans une petite ville de Caroline du Sud, Florence, un bourg paisible niché entre les forêts de pins et les rivières dormantes. Il venait d'y racheter un vieux terrain oublié, l'ancien orphelinat Saint-Marie-es-Haume, abandonné depuis des décennies. L'endroit, bien qu'en ruine, portait encore les cicatrices de son passé, des vitraux brisés, un porche aux colonnes fendillées, une cloche rouillée, et, sur le fronton, une croix fendue en deux. Mais Jonathan ne voyait rien de cela. Il ne voyait pas les marques de la souffrance passée, ni les souvenirs qui flottaient dans l'air. Tout ce qu'il voyait, c'était un emplacement stratégique, parfait pour construire un complexe de golf exclusif avec hôtel 5 étoiles, spa, et villa panoramique. L'histoire du lieu ? Sans importance. Les fantômes du passé ? Des absurdités de villageois ignorants. Il voulait raser, effacer, et rebâtir. Ce matin-là, il atterrit en hélicoptère privé, sa montre suisse étincelante au poignet, son costume bleu nuit parfaitement taillé. 2 gardes du corps l'escortaient, flanqués de son fidèle bras droit, Charles Green, directeur des acquisitions. Ce sera magnifique, déclara Jonathan en posant le pied sur le sol sec et poussiéreux. Imagine un parcours de golf de 18 trous, en pleine forêt. L'élite va se battre pour y venir. Mais alors qu'ils approchaient du porche de l'orphelinat, un détail inattendu interrompit la marche du milliardaire, une petite fille, assise seule sur les marches décrépites. Elle portait une robe blanche, ancienne, jaunie par la poussière du temps, et était pieds nus malgré le froid matinal. Sa peau était foncée, ses cheveux sombres tombaient en longues mèches, et son regard, oh, ce regard. Calme. Froid. Profond comme un puits sans fond. Qui l'a laissé entrer ? Grommela Charles. Il n'y a personne ici depuis des années. Jonathan s'approcha, agacé. Tu n'as rien à faire ici, lança-t-il d'un ton sec. C'est une propriété privée. La petite fille leva lentement les yeux. Elle ne semblait ni surprise, ni effrayée. Elle dit simplement, d'une voix basse et posée, presque solennelle. Tu mourras demain. Un silence glacé s'abattit sur le groupe. Même les oiseaux s'étaient tus. Jonathan éclata de rire. Un rire fort, dur, presque mécanique. Et qui va me tuer ? Toi. Un petit fantôme sans chaussures ? Lança-t-il, moqueur. Mais elle ne répondit pas. Elle continua à le fixer droit dans les yeux, sans ciller, sans broncher. Puis, lentement, elle se leva. Et sans qu'aucune porte ne s'ouvre, elle disparut derrière les battants de l'orphelinat, comme une ombre avalée par la maison elle-même. Jonathan, un instant figé, se tourna vers Charles avec un sourire forcé. On embauche maintenant des diseuses de bonne aventure ? Quelle mise en scène ridicule ! Charles ne répondit pas. Il regardait la porte fermée, la mâchoire crispée.
Le reste de la journée se poursuivit comme prévu. Plan, drone, réunion. Mais cette nuit-là, Jonathan ne dormit pas. Il sentit quelque chose changer. Dans sa poitrine. Dans l'air autour de lui. Un pressentiment, qu'il n'arrivait pas à chasser. Et pour la première fois depuis très longtemps, il eut peur. Dans son immense demeure de Charleston, un manoir de style colonial posé sur les rives paisibles de la rivière Ashley, Jonathan Whittaker ne parvenait plus à trouver le sommeil. Le soir même de sa visite à l'orphelinat, quelque chose en lui s'était brisé, une certitude, une stabilité invisible mais essentielle, celle de sa toute-puissance. Les murs de sa chambre, jadis rassurants, semblaient soudain le fixer. Le tic-tac discret de l'horloge ancienne résonnait comme un battement de cœur déformé. Et lorsqu'il ferma enfin les yeux, ce ne fut pas le repos qui vint, mais l'horreur. Des enfants. Il rêva d'enfants. Piégés dans l'obscurité, les visages déformés par la peur, les mains tendues vers une lumière qui ne venait jamais. Ils criaient, pleuraient, tous tournés vers lui. Et au milieu de ce vacarme, une voix s'élevait. Claire, accusatrice, lancinante. Pourquoi tu n'as pas écouté? Pourquoi tu n'as rien vu? Pourquoi tu n'as rien fait? Jonathan se réveilla en sursaut. Il était 3h33 du matin. La sueur dégoulinait le long de ses tempes. Sa respiration était haletante, comme s'il venait d'échapper à une noyade. Il se leva lentement, le cœur battant, et se dirigea vers la fenêtre. Dans le jardin plongé dans l'obscurité, il vit une silhouette d'enfant immobile, les bras ballants, la tête légèrement penchée. Elle le fixait. Il cligna des yeux, recula. Quand il regarda de nouveau, rien. Le jardin était vide. Mais l'air avait changé. Il était plus froid, plus dense, comme chargé d'une présence silencieuse. Le lendemain, il se leva tôt, déterminé à étouffer ses angoisses sous sa routine bien huilée. Réunion, appel, investissement, décision. Le travail, sa véritable religion. Mais ce jour-là, rien ne se passa comme prévu. À 9h07, il reçut un appel paniqué, un chantier de construction à Houston venait de s'effondrer. 2 ouvriers étaient morts sur le coup, 3 autres blessés. Les images tournaient déjà sur les chaînes d'infos. À 10h45, son avocat l'informa que la SEC, Security and Exchange Commission, lançait une enquête surprise sur ses comptes offshore. Un audit total de ses flux financiers des 5 dernières années. À 11h18, il reçut un mail sec et cinglant, le PDG de Whittaker Energy, sa plus grande filiale, démissionnait avec fracas, en l'accusant publiquement de pratiques illégales et de dissimulation de risques environnementaux. Jonathan sentit alors le sol se dérober. Lui, l'homme inébranlable, le titan de l'industrie, venait de subir 3 coups de massue en moins de 3 heures. Il resta un moment seul dans son bureau, les mains tremblantes. Puis, sans prévenir personne, il prit sa voiture et retourna à l'orphelinat. Il arriva vers midi, le ciel couvert jetant une lumière grise sur le vieux bâtiment. Il descendit lentement, seul, sans garde, sans assistant. Devant les marches où il avait vu la fillette la veille, il appela d'une voix moins arrogante qu'auparavant. « Petite ? Je sais que tu es là. Écoute. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Mais si c'est autre chose, quelque chose que je dois comprendre, je suis prêt à écouter. » Le vent se leva doucement. Et dans ce souffle léger, un rire d'enfant s'éleva. Loin, mais distinct. Puis un autre. Puis plusieurs. Comme un écho venu des murs mêmes du bâtiment. Jonathan recula d'un pas, glacé. Son regard se posa sur les fenêtres du second étage, il crut y voir un visage, fugitif. Noir, sans pupille. Puis plus rien. Cette nuit-là, incapable de fermer l'œil, il se mit à fouiller les archives de la ville, dans une base de données obscure accessible uniquement avec un accès professionnel. Ce fut là qu'il tomba sur un article jauni de 1984, conservé numériquement par le journal local Florence Sentinelle. Le titre, simple mais terrifiant, le frappa comme un uppercut. Incendie tragique au Saint-Marie-et-Saume, 10 enfants périssent dans les flammes. L'article relatait un événement survenu en décembre 1984. Un incendie inexpliqué avait détruit l'aile nord de l'orphelinat pendant la nuit.
Malgré l'intervention tardive des pompiers, 10 enfants âgés de 5 à 12 ans étaient morts, piégés dans leur dortoir. Le plus étrange ? Aucune suite judiciaire. L'affaire avait été étouffée, classée sans suite. L'établissement fut définitivement fermé. Et, un an plus tard, les ruines furent revendues à une entreprise naissante nommée JW Enterprises. Jonathan se figea. JW Enterprises. C'était lui. Enfin, son premier nom d'entreprise, au tout début, avant Whittaker Holdings. Il s'en souvenait à peine. À l'époque, son associé avait fait une affaire en or en rachetant des ruines pour une bouchée de pain, les utilisant comme entrepôt pour stocker du matériel de forage. Jonathan, concentré sur les finances, n'avait jamais demandé d'où venait ce terrain, ni ce qui s'y était passé. Il n'avait jamais su. Ou plutôt, il n'avait jamais voulu savoir. Il referma son ordinateur, les mains moites. Pour la première fois de sa vie, il réalisa que son passé le rattrapait. Et que cette fois, l'argent ne suffirait pas. Le 13 octobre, à l'aube, le ciel de Charleston était couvert, d'un gris métallique, étouffant. Un vent froid balayait les pelouses parfaitement taillées du domaine Whittaker, mais Jonathan ne le sentait même pas. Il descendit les marches de sa maison, le pas hésitant, les yeux cernés, le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Il n'avait presque pas dormi. Les cauchemars de la veille l'avaient laissé vidé, brisé, et surtout, changé. Pour la première fois de sa vie, il ressentait la peur. Une peur profonde. Spirituelle. Une peur qui n'avait rien à voir avec la faillite ou la prison. Il monta dans sa voiture, sans garde du corps, sans assistant, sans téléphone. Il roula sans dire un mot pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'il aperçoive un temple méthodiste au bord de la route, modeste, aux murs blancs et aux clochers de bois. Lui, Jonathan Whittaker, l'athée déclaré, l'homme qui avait toujours raillé les superstitions, les croyances, les prières inutiles des pauvres, il entra. Les quelques fidèles présents se retournèrent, bouche bée. L'un des hommes les plus puissants du pays venait de franchir leur porte, seul, sans escorte, sans caméra. Jonathan s'avança lentement vers le fond, s'assit dans un banc vide, et baissa la tête. Il ne savait pas vraiment quoi dire, ni comment prier. Alors il murmura. Pas avec les mots d'un croyant. Mais avec les mots d'un homme brisé. Je ne sais pas à qui je parle, s'il y a quelqu'un. Mais je suis désolé. J'ai fait du mal. J'ai oublié. J'ai méprisé. Et maintenant, j'ai peur. Ses épaules tremblaient. Il sentit quelque chose remuer en lui. Une culpabilité archaïque, enfouie, qu'il avait refoulée pendant des décennies. Il resta ainsi une heure entière. Puis il se leva, en silence, les yeux rougis, et quitta l'église sans un mot. Sur le chemin du retour, il prit une autre décision, il fit un crochet par l'hôpital pédiatrique de Charleston. Sans annoncer sa visite, il entra par une entrée secondaire. Il demanda à voir l'administrateur financier. Là, dans une petite pièce sans fenêtre, il signa un chèque anonyme de 10 millions de dollars, au nom d'une fondation fictive. Il exigea seulement que l'argent serve à rénover les chambres d'oncologie pédiatrique, et à offrir des soins gratuits aux enfants défavorisés. Mais en sortant de l'hôpital, l'angoisse était toujours là. Son cœur battait encore plus vite. Comme si l'air lui manquait. Il sentait que l'heure approchait. Une sensation viscérale, comme une pendule invisible qui s'accélérait dans ses veines. Le soir tomba. Il refusa tout dîner, toute réunion. Il ne répondit pas aux appels de ses avocats, ni à ceux des journalistes qui commençaient à flairer un scandale financier. À 21h43, seul, il roulait sur une route boisée et déserte, près de la frontière de la Caroline du Nord. Une route qu'il n'avait jamais prise auparavant. Il ne savait même pas où il allait. Il roulait, pour fuir. Fuir l'invisible. Fuir le souvenir. Fuir elle. Mais soudain, dans l'obscurité, les phares de sa voiture illuminèrent une petite silhouette au milieu de la chaussée. Il freina brutalement. Les pneus crissèrent. Son cœur faillit s'arrêter. C'était elle. La petite fille en robe blanche. Debout. Immobile. Les bras le long du corps. Les yeux comme deux abîmes noirs.
Jonathan descendit de la voiture comme un pantin sans âme. Il tomba à genoux sur l'asphalte froid et humide. Les mots jaillirent de sa bouche sans contrôle. « Je t'en supplie, je ne savais pas. Je veux réparer. Je peux sauver d'autres enfants. Je peux construire un refuge, détruire mes entreprises, donner toute ma fortune. Je te supplie, laisse-moi une chance. » Il pleurait. Pas de rage. Pas de honte. Mais d'un désespoir authentique. Nu. La fillette le regarda longuement. Le silence pesait comme du plomb. Il n'y avait plus que le vent, les arbres, et elle. Enfin, elle parla. Sa voix était douce. Mais terriblement calme. Implacable. Tu ne comprends pas. Tu ne crains pas la mort. Tu crains de faire face à ce que tu as ignoré. Le vrai châtiment n'est pas la fin. C'est de se souvenir trop tard. Elle tendit la main vers lui. Et à ce moment-là, le monde sembla se figer. Le vent s'arrêta. Les bruits cessèrent. Le temps suspendit sa respiration. Jonathan, toujours à genoux, leva lentement les yeux vers elle, les larmes traçant des sillons sur son visage défait. Elle murmura. « Il est l'heure. » Et le silence l'engloutit. Le lendemain matin, au lever du soleil, un promeneur matinal longeait la rive paisible du lac Hartwell, non loin des bois. Il était venu, comme à son habitude, promener son vieux chien, sans se douter que cette matinée serait gravée dans sa mémoire pour toujours. En approchant du parking bordant le sentier, il remarqua une berline noire de luxe, moteur encore ronronnant, phare faiblement allumé, embué par la fraîcheur de l'aube. Intrigué, il s'approcha. L'habitacle était fermé, mais il distingua, à travers la vitre, une silhouette figée sur le siège conducteur. C'était Jonathan Whittaker. Son corps était parfaitement intact, aucune blessure, aucun désordre, aucun signe de lutte. Mais son visage, figé dans une expression de terreur absolue, les yeux grands ouverts, la bouche entr'ouverte, comme figé dans un dernier cri silencieux. Le rapport du médecin légiste conclut à un arrêt cardiaque foudroyant. Pas de substance. Pas de pathologie apparente. Juste, la mort. Brutale. Inexpliquée. Mais pour ceux qui connaissaient Jonathan, qui l'avaient vu la veille, le visage blême, les gestes fébriles, les regards derrière son épaule comme s'il fuyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir, il n'y avait pas de doute, il avait vu quelque chose. Quelque chose qui l'avait terrassé de l'intérieur. Dans les jours qui suivirent, la presse nationale se jeta sur l'affaire, mort mystérieuse d'un milliardaire à Hartwell, un don de 10 millions juste avant sa mort, coïncidence ? Mais aucun article ne mentionna jamais la rumeur qui se propageait doucement dans la ville, comme une brise glaciale entre les arbres. On parlait d'une fillette, d'une enfant qui apparaissait aux puissants, aux corrompus, aux destructeurs d'innocence. Une enfant aux yeux noirs et profonds, au regard trop ancien pour son jeune visage. Les vieux du quartier disaient qu'elle était le dernier avertissement. Une main tendue aux âmes trop fières. Mais que ceux qui riaient de sa prophétie, ne riaient jamais deux fois. Quelques mois plus tard, l'orphelinat Saint-Mariès, l'un des lieux les plus délabrés de l'État, connu pour ses tragédies passées, ses enfants oubliés, fut complètement rénové. La nouvelle directrice, Amanda Reed, n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle reçut un appel du cabinet Whittaker et Associates. La fondation Whittaker Child Hope, créée en toute discrétion dans les dernières heures de vie de Jonathan, venait de verser un fonds permanent de 75 millions de dollars pour rénover, entretenir et faire prospérer l'institution. Les enfants furent accueillis dans des chambres colorées et chaleureuses. Une bibliothèque, une salle de musique, un jardin thérapeutique. Et des éducateurs formés, bienveillants. À l'entrée du foyer, discrètement posée sur le mur de pierre refait à neuf, une plaque en laiton sobre, gravée en lettres élégantes. La richesse est vaine si elle oublie les cœurs brisés. Personne ne sait vraiment si Jonathan a eu peur de mourir, ou s'il a simplement été rattrapé par ce qu'il avait trop longtemps ignoré, les conséquences de l'indifférence. L'empreinte laissée par les choix. Mais une chose est sûre, depuis ce jour, dans la ville, chaque fois qu'un homme de pouvoir passe près du lac Hartwell, il ralentit. Et regarde dans son rétroviseur. Parfois, juste avant que le brouillard ne s'élève. Certains disent l'avoir vu.